l'idée elle est très simple. Aujourd'hui, on va voir le module ingénierie de formation. C'est un volet important dans les ressources humaines, d'accord? Et on va étudier un petit peu, si vous voulez, quelles sont les méthodes et les outils utilisés pour réussir en fait son ingénierie de formation. Alors, je vais vous dérouler en fait justement le programme. Comment ça va être sur les 3 séances. Alors, donc, la première séance, on va un petit peu s'initier un petit peu à l'ingénierie de formation. Ce que c'est, la définition littéraire, la définition scientifique, pourquoi on parle d'ingénierie de formation, d'accord? Le mot ingénierie. On va voir par la suite en fait les 4 phases, je dirais, essentielles pour la mise en place en fait d'une ingénierie de formation, d'accord? Par la suite, dans la deuxième partie, on va voir comment concevoir, je dirais, une ingénierie de formation, c'est-à-dire les outils, d'accord? Et je peux vous informer en fait aujourd'hui qu'on peut partager les documents de cette formation par la suite, d'accord, pour les gens qui sont intéressés par ce module de formation, d'accord? Et la troisième partie, qui est la plus importante en fait, c'est les mécanismes de remboursement, c'est-à-dire plusieurs, je dirais, cadres RH ou étudiants, c'est-à-dire ils souhaitent savoir quels sont les mécanismes de remboursement et comment on doit monter un dossier d'ingénierie de formation pour récupérer en fait justement le remboursement, que ce soit auprès de l'ANAPEC ou bien auprès de l'OFPPT. On va voir en fait justement d'ailleurs les deux. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va commencer par une définition simple de l'ingénierie de formation. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à se former, d'accord? Et la formation auprès de nos ancêtres, je prends le cas des Grecs par exemple, ou bien la formation, elle était considérée comme une punition. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, la crèche ou bien l'école pour les enfants, c'était le logo, c'était le petit garçon qui est en train de prendre sa fessée. C'était un petit peu, en quelque sorte, le logo adossé à la formation. D'accord, c'était une punition. Rien que les années 80, même au Maroc, c'est que quand on voit quelqu'un, je dirais, en salle de formation ou bien en formation, ça veut dire il sait pas et c'est en quelque sorte une insulte. Et c'est assimilé à une sanction, d'accord? Toutefois, en fait, aujourd'hui, le monde évolue et la formation est considérée comme un levier de développement. C'est-à-dire aujourd'hui, on forme les gens parce qu'on est dans l'obligation de les former pour répondre à un besoin de dysfonctionnement ou bien pour atteindre une performance souhaitée, d'accord, ou bien pour éviter en fait justement un impact aussi, d'accord. On verra tout ça. Alors pourquoi le mot ingénierie de formation? Le grand classique c'est la formation tout court. On a ajouté le mot ingénierie. C'est simple, c'est tout simplement on est en train de mettre en place des procédures scientifiques et des méthodes, une méthodologie, des process au profit de la formation. C'est-à-dire le but c'est dispenser des modules de formation, mais pour quelle population, avec quelle méthode, pour définir en fait le besoin, je dirais la mise en place en fait d'un cahier de charge, la consultation, l'évaluation. Alors tout ça, on va le voir dans l'ingénierie. Le mot ingénierie, c'est tout simplement l'ensemble des méthodes scientifiques, d'accord, pour faire aboutir en fait justement une formation, d'accord. Alors, comme le slide le montre, en fait, l'ingénierie de formation est une démarche qui permet de concevoir des formations d'une manière rationnelle, d'accord? On parle parce que la formation, c'est un coût, et automatiquement, on est censé, en fait, répondre à un besoin, d'accord, qui correspond à un dysfonctionnement. On verra par la suite, en fait, les types de besoins de formation qui existent, d'accord? Très bien. Alors, les 4 étapes clés, je dirais, de la formation qu'on va voir, et les suivants, c'est dans un premier temps, j'ai choisi en fait le verbe d'action analyser, c'est-à-dire on est amené à définir, à analyser le besoin de formation, d'accord, auprès des collaborateurs, c'est-à-dire les entreprises qui cherchent en fait à former leurs collaborateurs. La deuxième partie, c'est de la conception, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est élaborer un plan de formation. On verra par la suite quels outils utiliser
pour mettre en place un plan de formation. Il y aura des supports qu'on peut partager par la suite. Et à la fin, bon, l'avant-dernière étape, en fait, c'est la réalisation, c'est-à-dire le déploiement, c'est-à-dire le go live. C'est-à-dire aujourd'hui, comment on peut mettre en place un plan de formation, l'exécuter et le suivre. Et à la fin, à l'accoutumée, on va un petit peu faire une évaluation de cette formation pour voir est-ce qu'il y a un retour sur investissement à travers en fait justement des KPIs, ce qu'on verra par la suite. D'accord? Très bien. Alors la première étape, c'est de comprendre un petit peu le process de l'ingénierie de formation. D'accord? Alors je vous propose en fait, malheureusement c'est un lien cliquable pour le support, mais on parle d'un logigramme je dirais de formation qui commence par un début et qui se termine par la fin, bien entendu. C'est quelles sont les étapes et les documents associés à chaque étape, d'accord, pour réussir en fait son ingénierie de formation. Ce document-là, on peut le partager, je peux le partager avec vous. Il est conseillé aussi même, je dirais, dans le cadre de la certification ISO 9001, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir un logigramme tout simplement, ce qui vous trace en fait le parcours, je dirais, de chaque étape, avec le document associé, avec les intervenants, avec une matrice, je dirais, de responsabilité. D'accord? Alors, commençons par l'identification de besoins. Dans un premier temps, quand l'entreprise souhaite lancer son ingénierie de formation, d'accord, il doit commencer par un point crucial qui est l'identification de besoins de formation. D'accord? Au niveau des besoins de formation, on distingue entre 3 types de besoins de formation. Premièrement, en fait, les collaborateurs cherchent à se former pour la simple raison qu'ils ne savent pas faire, c'est-à-dire aujourd'hui suite à un dysfonctionnement, ce qu'on appelle en fait un besoin suite à un dysfonctionnement, c'est-à-dire la formation aidera à remédier à ce dysfonctionnement. Et le deuxième type de besoin de formation, c'est une formation pour le développement, c'est-à-dire aujourd'hui on a un collaborateur, d'accord, pour occuper un poste par exemple de management, il est censé en fait faire une formation en management des équipes, gestion de conflits, etc. D'accord? Pas forcément, c'est-à-dire aujourd'hui on a un comptable qui souhaite en fait passer vers un poste d'auditeur, je dis n'importe quoi en fait, quand en fait c'est rapide, d'accord? On a besoin d'une formation pour lui, pour qu'il puisse en fait justement occuper cette fonction-là, d'accord? Alors ça c'est le deuxième type de besoin de formation. Et le troisième type de besoin de formation, c'est un besoin personnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, un collaborateur cherche à se former pour un besoin qui est propre à lui, et ce besoin ne répond pas forcément à un besoin de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne répond pas à un besoin de l'entreprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai envie de me former en art culinaire, par exemple. D'accord? C'est un besoin qui n'engage que moi. L'entreprise, il va pas tirer profit, mais on verra par la suite comment l'entreprise peut répondre également, en fait, justement, à ce type de besoin. Parce que n'oubliez pas, en fait, aujourd'hui, il y a la partie, en fait, motivation, parce que une formation, c'est considéré comme en quelque sorte, une forme de motivation ou de prime aussi. D'accord? Très bien. Alors ça, c'est les 3 types de besoins de formation qui existent, d'après mon expérience. Et on essaiera un petit peu au fur et à mesure de partager avec vous une formation adaptée, il n'a jamais été formé, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui l'échange elle est sincère, et une fois qu'il y a la sincérité et de la transparence, automatiquement on récupère les vrais besoins de formation, d'accord? Et bien sûr en fait lors de ces entretiens d'appréciation, il y a toute une technique derrière pour un petit peu mettre le collaborateur en fait à l'aise, pour discuter de la rémunération, comme je disais tout à l'heure, parce que son intérêt, c'est la carotte, c'est l'argent, je comprends, c'est légitime, c'est humain, mais ça n'empêche qu'il faut un petit peu comprendre pourquoi il n'arrive pas en fait à atteindre ses objectifs. Et c'est le moment où le collaborateur il est vraiment sincère, il essaie un petit peu de justifier. Bien sûr, en fait,
l'entretien annuel d'appréciation est assuré par le N+1, qui est en mesure, en fait, aujourd'hui, de le conduire et je dirais, d'assurer, sa bonne conduite. D'accord? Après, en fait, il y a les entretiens annuels d'appréciation. Il y a, je dirais, le bilan de compétences. Et le bilan de compétences, on verra que certaines entreprises optent pour cette méthode-là, d'accord, pour, je dirais, faire ce qu'on appelle la pesée des emplois et des compétences, d'accord. On va essayer, dans un premier temps, de réfléchir poste, d'accord, et après on va réfléchir en fait à la compétence associée à ce poste-là. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, c'est une compétence, c'est l'attitude, d'accord, ou bien la capacité à exercer ou bien à exécuter en fait justement une tâche, d'accord. Alors le poste, il est défini à travers en fait des responsabilités, des tâches qu'il faut réaliser, et ça nécessite en fait justement des compétences. Ce qui fait lors de cette démarche-là, d'accord, tout simplement, soit ça peut se faire en fait justement en interne ou bien en externe. Aujourd'hui, l'entreprise cherche à évaluer ou bien mesurer ou la peser des emplois par rapport aux compétences. Et qu'est-ce qu'il en découle? On peut voir en fait justement dans ce slide-là, c'est que le collaborateur en fait aujourd'hui, il a émis le souhait, ou bien sa position en fait aujourd'hui actuelle, la situation A, par rapport en fait à son souhait. D'accord? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut devenir? Parfois, c'est un écart, c'est un bilan de compétences. Si vous voulez en fait la définition littéraire, je dirais, de ce bilan-là, c'est tout simplement l'écart entre les compétences requises pour occuper un poste et les compétences acquises par un collaborateur. Vous voyez, je répète, en fait, un bilan de compétences, tout simplement, c'est l'écart entre les compétences acquises par le collaborateur pour occuper un poste. C'est les compétences requises pour ce poste-là. D'accord? Et cet écart-là, pas forcément qu'il soit négatif, on est bien d'accord, parce que lors des entretiens annuels d'appréciation, le bilan de compétences, parfois, combien de fois, en fait, on est agréablement surpris de découvrir que le collaborateur, il dispose d'une compétence qu'on ignorait, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Ou bien négatif, c'est-à-dire aujourd'hui, il a telle ou telle compétence pour devenir en fait aujourd'hui pour occuper en fait un autre poste, et il est obligé de faire ou bien d'acquérir telle ou telle formation. Et cette formation, il va lui permettre en fait justement d'occuper ce poste-là. Ça rejoint en fait justement les trois types de besoins de formation. C'est un besoin de développement, d'accord? Alors, ça, c'est le bilan de compétences. Maintenant, la réalité terrain, c'est-à-dire, d'après mon en expérimentant en fait justement les deux méthodes, c'est-à-dire soit le bilan de compétences, c'est-à-dire aujourd'hui on débat pour dire voilà en fait aujourd'hui on va faire en fait un projet de peser des emplois et des compétences, et à travers ça en fait on va faire sortir un bilan de compétences de tout à chacun, et comme ça en fait il y aura des écarts soit positifs soit négatifs, et à travers ces écarts là on va définir en fait notre plan de formation, d'accord, et de mobilité ou gestion de carrière par la suite. Et il y a d'autres méthodes, en fait, les entretiens annuels d'appréciation. Franchement, entre les deux, je préfère les entretiens annuels d'appréciation. D'accord? Pourquoi? Par négation, imaginez en fait dans une entreprise aujourd'hui, on vient pour faire en fait un bilan de compétences. Alors les gens, ils savent même pas de quoi il s'agit. Parfois, en fait, ça crée une certaine peur, crainte pour les collaborateurs. Pourquoi on fait ce bilan-là s'il n'y a pas en fait une bonne communication, bien entendu, d'accord? Et aujourd'hui, les gens, ils sont pas vraiment appliqués, c'est-à-dire ils jouent pas le jeu, si vous voulez, d'accord? Contrairement en fait aux entretiens annuels d'appréciation, c'est là en fait le collaborateur exige lui-même qu'il soit reçu par son N+1. Ben, c'est normal, s'il y a de l'argent derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire pour lui, comme je disais, en fait, c'est pas un tabou.
Il faut en parler, c'est-à-dire aujourd'hui, on dispose des grilles salariales, on sait très bien en fait la performance pour tout un chacun, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, les entretiens d'appréciation, ils sont plus sincères, c'est-à-dire il y a plus d'implication et d'engagement auprès par le collaborateur, auprès ou bien vis-à-vis de son N+, hein, ce qui fait il y a un échange. C'est-à-dire si aujourd'hui les entretiens annuels d'appréciation sont bien, je dirais, sont bien déroulés, généralement en fait aujourd'hui on a des vrais besoins de formation et non pas en fait justement des caprices de formation. D'accord? Pourquoi? Parce que lors de l'échange en fait avec le collaborateur, il est censé en fait justement justifier son acte. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous atteignez pas en fait votre objectif, c'est pas toujours en fait à cause de la formation. Si je suis pas formé, bah, parfois en fait ça peut être la formation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, et après en fait aujourd'hui pour les projets à venir en fait on peut pas lancer des projets si on n'a pas en fait les compétences nécessaires. Et les compétences nécessaires, ils sont acquis à travers en fait justement la formation. D'accord? Entre les deux, entre ingénierie de formation, pour lancer l'ingénierie de formation, entre le bilan de compétences et les entretiens annuels d'appréciation, moi personnellement, je préfère en fait cette période-là parce qu'on peut tirer plusieurs enseignements, plusieurs, je dirais, décisions, pas forcément la formation, il y a la rémunération, gestion de carrière et le bilan de compétences qui est intégré. D'accord? Alors très bien. Là, en fait, aujourd'hui, lors des entretiens d'appréciation ou bien même lors du bilan, il y a ce qu'on appelle en fait justement les 4 phases d'apprentissage chez l'adulte. D'accord? Et là, en fait, aujourd'hui, il y a 4 cas de figure, c'est-à-dire, je vais le dire en fait, je sais que je ne sais pas, c'est-à-dire c'est une compétence consciente, c'est une compétence inconsciente, c'est une, vous voyez ce que je veux dire? C'est 4 étapes, d'accord, de l'apprentissage de l'adulte, c'est-à-dire, je sais que je ne sais pas, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis conscient. Hein, c'est une incompétence consciente, si vous voulez, d'accord, et je suis dans l'obligation d'aller chercher de l'apprentissage, d'accord, pour acquérir en fait des compétences. Ça c'est la deuxième. En fait, la troisième, je sais que je sais, c'est-à-dire aujourd'hui un effort, de l'attention, de la concentration, c'est-à-dire aujourd'hui je passe à cette compétence consciente, d'accord. Et quatrièmement, en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne sais plus que je sais, c'est-à-dire, c'est une compétence inconsciente. Ok? Alors ça, c'est la phase, ou bien les 4 phases d'apprentissage chez l'adulte, qu'il faut. Pourquoi on en parle? Premièrement, parce que on doit utiliser en fait justement, on doit être au courant de ces 4 phases-là pour un petit peu, parfois convaincre. Vous voyez ce que je veux dire en fait, le collaborateur qu'il a besoin vraiment de formation. Le cas qui se présente souvent, c'est les langues par exemple. C'est-à-dire, on a du mal parfois en fait à faire passer en fait justement des formations de langue pour certaines personnes. Pour lui en fait, il sait très bien, c'est dans le problème ne se pose pas, d'accord. Ou bien Excel, c'est-à-dire aujourd'hui on verra par la suite comment il faut vraiment en fait identifier en fait les besoins. Je reviens, si vous voulez en fait sur ne serait-ce que l'outil Excel. Quand vous posez la question en fait au collaborateur, que sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien en matière de maîtrise de l'outil Excel? Bah écoutez, généralement j'ai toujours du 7, 8, 9, voire même 10. Mais quand je pose la question en fait, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire en fait ce que c'est en fait les macros sur Excel, en fait, aujourd'hui, non, je suis pas à ce niveau-là, je sais faire que les formules, somme, plus, etc. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, l'être humain, en fait, il n'est pas conscient de son incompétence. Et aujourd'hui, le rôle de son manager aussi, d'accord, et à lui de se mettre à table et de dire, voilà, en fait, aujourd'hui, quel est votre degré de maîtrise de telle ou telle compétence. Est-ce que ça vous arrange en fait justement, ou bien ça vous intéresse en fait de faire une formation pour combler, pour que ce soit, je dirais, pour qu'on puisse pallier en fait à ce problème-là. D'accord? Là en fait, lors des entretiens d'appréciation, ça c'est 2 supports qu'on pourra en fait justement partager avec vous. Comme je disais en fait tout à l'heure, aujourd'hui,
Pour moi, et ça n'engage que moi, les entretiens annuels d'appréciation, ils permettent d'avoir en fait des résultats fiables. D'accord? Alors, pour que les résultats soient fiables, on est dans l'obligation aujourd'hui de maîtriser ce processus. C'est une période très critique parce qu'il y a beaucoup de démotivation, c'est ça, il est mal géré. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'attentes, premièrement, en fait, auprès du collaborateur. C'est-à-dire, aujourd'hui, il cherche à être reçu, il cherche, en fait, à être apprécié, pour ne pas dire, en fait, évalué. Et c'est, je dirais, cette étape-là, il est très important dans la mesure, s'il y a, je dirais, un élément qui manque, automatiquement, ça va tourner en cauchemar parce que on a vu carrément que lors des entretiens d'appréciation, parfois il y a des tensions, il y a des agressions en fait verbales carrément. C'est la raison pour laquelle moi j'ai insisté en fait sur la réussite des entretiens d'appréciation. On aura beaucoup de output à travers ces entretiens. Et c'est la raison pour laquelle on propose en fait justement des guides collaborateurs pour lui expliquer en fait aujourd'hui ce que c'est-à-dire ce qu'on attend de lui, comment il doit se préparer, d'accord, comment il doit répondre aussi, d'accord, pour un petit peu rapprocher en fait les idées, et le manager aussi, d'accord, qu'est-ce qu'on attend de lui, comment il est censé en fait planifier, c'est-à-dire aujourd'hui, on est allé très loin, c'est-à-dire aujourd'hui même en fait le nombre des collaborateurs qu'il doit recevoir en fait justement par jour, la disponibilité, l'écoute. Malheureusement en fait justement sur la première vidéo que je peux pas partager sur un lien sur YouTube, c'est un entretien annuel d'appréciation raté. C'est-à-dire il y a manque de concentration et d'intérêt auprès des collaborateurs. Automatiquement le collaborateur il se sent livré à lui-même et automatiquement une frustration. D'accord? Très bien. Alors, au niveau de la fiche de recueil de besoins individuels, d'accord? Ça, c'est un document. On est bien d'accord. Et le document, c'est juste pour formaliser, je dirais, le souhait ou bien le besoin du collaborateur, d'accord? La manière est très importante. C'est-à-dire aujourd'hui, ce document mérite d'être expliquer aux collaborateurs. De toute façon, en fait, on peut le partager par la suite. Et ce document-là, tout simplement, il permet, je dirais, de recenser d'une manière intelligente, d'accord, les vrais besoins. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on fait les choses d'une manière classique, c'est-à-dire on pose la question, est-ce que vous avez besoin d'une formation? Alors les gens, ils commencent en fait justement à écrire en fait des dizaines de besoins de formation. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, soit c'est une autorisation de sortie, soit les formations elles sont assurées dans des hôtels, ça va leur faire en fait un petit break ou à l'étranger même. Mais aujourd'hui, ce document-là qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'il explique en fait à travers cette formation, on cherche premièrement les compétences à acquérir et comment ils vont être en fait exploités dans son poste. D'accord ? Deuxièmement, on demande en fait aujourd'hui la priorité pour le collaborateur, c'est-à-dire aujourd'hui quand le besoin émane du collaborateur, et il précise en fait aujourd'hui le taux d'importance de cette formation. Premièrement, en fait, ça nous montre en fait l'intérêt pour la formation et la réalité de besoin, et deuxièmement, en fait, c'est un engagement de sa part. Et troisième partie qui est très importante qu'on utilisera en fait au niveau de déploiement, c'est que ça nous donnera en fait justement notre planning et comment on va gérer les priorités lors de cette formation. D'accord? Et par la suite, s'il connaît en fait justement des cabinets ou bien, ça va nous aider un petit peu à préparer notre cahier de charge par la suite. D'accord? Alors, la planification. La planification, il me semble aussi une phase très importante dans la mesure en fait aujourd'hui si on ne fait pas de planification ça va dans tous les sens, d'accord, et je sais que la logistique de la formation et sa planification ça pèse facilement à 70% du day-to-day, d'accord, des formations, les annuler, quelle période, etc. Et là, ça nous renvoie sur l'identification de besoins, c'est-à-dire on engage le collaborateur, je dirais dans la démarche, on lui souhaite en fait aujourd'hui, on lui demande quelle période idéale où il souhaite être formé, d'accord, parce qu'aujourd'hui
il n'est pas judicieux de récolter les besoins de formation et ne pas concerter avec les collaborateurs. Imaginez en fait une femme qui tombe enceinte en fait en janvier et vous allez programmer en fait une formation en octobre. C'est-à-dire il sera en fait en congé de maternité. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien la période de Ramadan par exemple. Vous voyez, c'est avoir le consentement, bien l'engagement du collaborateur, ça va, je dirais, l'engager dans le processus de formation. Parfois, en fait, le collaborateur, il a besoin d'une formation, d'accord? Toutefois, aujourd'hui, il n'est pas disponible, d'accord, pour, je dirais, assister, malgré la pertinence et le besoin pour cette formation. D'accord? Ça, c'est la planification qu'on reviendra, en fait, justement, par la suite en détail, c'est-à-dire comment recenser, ça, c'est ce qu'on a vu, d'accord? Alors, le déploiement, ou bien le développement de la formation. Alors, une fois on a identifié les vrais besoins de formation, on les a classés. Est-ce qu'il s'agit en fait d'un besoin suite à un dysfonctionnement, un besoin suite à un développement, c'est-à-dire occuper en fait un autre poste beaucoup plus important, ou bien d'autres marchés, ou bien d'autres vies, etc. Et le troisième, c'est un besoin en fait purement lié aux attentes personnel et privé du collaborateur. Alors, une fois en fait les besoins ils sont recensés, ils sont fiables, et les données sont fiables, ça c'est le input. Alors, le travail de la direction de ressources humaines commence. Alors, déjà, il commence dans la mesure en fait, c'est le garant, d'accord, du processus de l'ingénierie de formation, et le vrai travail de traitement des données vient après. Alors, une fois on a des besoins bien identifiés, des personnes bien identifiées, d'accord, des compétences clés bien identifiées, il vient le travail de la consolidation. C'est-à-dire aujourd'hui, on commence par consolider l'ensemble des besoins de formation, parce qu'on ne va pas automatiquement tout satisfaire, ne serait-ce que pour l'année en cours, ça peut être en fait justement sur 2 ans, sur 3 ans, voire même sur 5 ans. Et deuxièmement, on doit un petit peu prioriser, c'est-à-dire un petit peu donner la priorité à des formations, mais il faut que ça soit justifié dans le cadre en fait justement du comité RH, d'accord. Le budget alloué en fait justement par l'entreprise, c'est-à-dire il faut faire en fait justement un matching. Combien ça coûte quand on parle en fait de budget, il faut voir aussi combien coûtent ces formations auprès des cabinets. C'est la raison pour laquelle en fait aujourd'hui on parle d'un cahier de charges. C'est ce document-là qu'on va partager par la suite. C'est-à-dire, c'est quoi? Si on essaie un petit peu de décrire le besoin de l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'il fait déjà? Ce document, il est adressé en fait justement au niveau des cabinets de formation. Quoique le besoin, il peut être en fait, je dirais, assuré en interne par des ressources en fait internes. Alors, ce document-là, tout simplement, c'est qu'il trace le besoin de l'entreprise en matière de formation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Premièrement, en fait, l'intitulé de la formation. Deuxièmement, la population concernée. Et ça, c'est très important. Quand on parle, en fait, aujourd'hui de la population concernée, je vais parler de la réalité terrain. C'est qu'aujourd'hui, on peut pas... Il faut regrouper, en fait, un groupe homogène. Je m'explique. C'est quoi un groupe homogène? C'est qu'ils ont les mêmes caractéristiques techniques, d'accord? Ou bien les prérequis pour faire une formation. Parfois, ça peut aller même en fait au-delà du technique. Est-ce qu'ils partagent en fait les mêmes centres d'intérêt? Excusez-moi, en fait, ça c'est un mindset. Tout à l'heure, je vous ai parlé en fait aujourd'hui, je suis en train de parler de la formation, de l'ingénierie de formation, avec le contexte marocain. Moi, je me rappelle très bien que un groupe, là où il y avait en fait aujourd'hui 5 office managers avec 2 directeurs centraux, et c'était une formation en anglais. En fait, les 2 directeurs, ils ont refusé, je dirais, d'assister par orgueil. Bon, ça c'est un mindset, on ne peut pas le changer. Même si sur le plan technique, en fait, aujourd'hui, les prérequis techniques, ils ont les mêmes prérequis, mais en matière
statut au sein de l'entreprise, c'est-à-dire aujourd'hui, ça a créé en fait justement une certaine, comment dirais-je, un refus par ces directeurs qui veulent pas en fait justement se former. Ça malheureusement ça existe au Maroc, aux États-Unis en fait Microsoft en fait aujourd'hui le patron il se forme avec les agents de sécurité, avec tout le respect qu'on fait pour les agents de sécurité. Pourquoi? Parce que il y a un intérêt commun, il y a un besoin en commun. D'accord? Alors ce cahier de charge en fait on parle d'un groupe homogène. Et on verra en fait également le groupe homogène, il va nous servir pour une progression pédagogique, d'accord, c'est très important, c'est-à-dire là j'ai parlé de la progression pédagogique tout à l'heure, et je vais revenir par la suite. C'est quoi? C'est que aujourd'hui si j'ai un groupe qui n'est pas homogène, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes prérequis de formation. Prenons un exemple très simple. Aujourd'hui des gens qui veulent se former sur Excel. Or aujourd'hui Excel, il y a en fait 3 niveaux. En fait, soit débutant, c'est-à-dire aujourd'hui le gars en fait il n'a jamais en fait ouvert Excel, il sait pas ce que c'est. J'exagère. Ou bien confirmé, c'est-à-dire des petites formules simples, ou bien en fait des macros très poussés en fait justement pour monter des usines à gaz. Imaginez que lors de l'identification de besoins de formation, vous demandez en fait aux 3 personnes de dire en fait est-ce que vous avez besoin d'une formation en Excel. Ils vont dire en fait tous oui. Toutefois en fait à l'intérieur, c'est-à-dire quand on creuse, when we deep dive, on go in depth, on constate en fait qu'aujourd'hui c'est pas le même besoin et pourtant c'est le même titre. Attention aujourd'hui au titre, c'est très important. Ça peut biaiser en fait justement votre cahier de charge. J'ai vu en fait aujourd'hui des formations en intelligence des titres. Hein, je parle des titres sexy, de l'intelligence émotionnelle. Mais quand tu vois en fait justement le descriptif en fait justement de la formation, là on parle en fait d'un management classique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec le management émotionnel, c'est-à-dire c'est très important. Alors ça en fait aujourd'hui c'est le groupe homogène. La période c'est très important. On ne communique pas le budget parce qu'en fait aujourd'hui c'est au cabinet de nous fournir en fait justement son taux journalier de formation. D'accord, et le nombre de jours souhaitables, d'accord, et on verra en fait dans le cahier de charge en fait aujourd'hui que vous allez rédiger par la suite, c'est que on exige en fait aujourd'hui des outils pédagogiques, c'est-à-dire aujourd'hui dans le cahier de charge, on exige en fait aujourd'hui au cabinet qui va nous former les supports, le CV de formateur, est-ce qu'il est formé, formation de formateur, c'est très important parfois. Quand il s'agit des formations comportementales, d'accord, le support, toute la logistique, c'est-à-dire le cahier de charge, il englobe toutes les informations nécessaires et utiles pour aider en fait un DRH, un cadre RH, un responsable de formation, de communiquer avec, je dirais, les cabinets de formation. Voilà, aujourd'hui, voilà mon cahier de charge, comment vous allez répondre et à quel prix. D'accord? Alors, là, c'est la progression pédagogique, ce que j'ai développé tout à l'heure, dans le cadre d'un groupe homogène. Pourquoi? Imaginez que vous avez en fait 2 personnes, ça va vraiment perturber la formation. Et le formateur, il va galérer, d'accord, à assurer une progression pédagogique. C'est-à-dire, pour aller du point A vers le point B, d'accord, si on a tous le même niveau qui est le niveau A, d'accord, automatiquement, la courbe, c'est une courbe droite. Toutefois, s'il y a du A, du J, du K, du L, c'est des niveaux de différence différents, le formateur, il aura du mal en fait à satisfaire toutes les demandes, je dirais, en formation avec une technicité différente. Je vous donne un exemple, en fait, lors de la formation, je reviens sur la formation Excel, quelqu'un qui pose la question sur aujourd'hui les macros. Aujourd'hui, le formateur est amené en fait justement à faire une démonstration, à fournir des réponses que, par exemple, le participant niveau 1, débutant, il va pas concevoir en fait justement ce discours-là. Il y aura une frustration, ou bien l'inverse. Quand, je dirais, le participant niveau débutant pose une question, pour lui, il est simple, il est normal, il est légitime.
le très doué, c'est-à-dire le gars qui a en fait aujourd'hui le niveau avancé dans Excel, il va se sentir en fait justement frustré et il va déconnecter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle en fait, pour assurer une progression pédagogique, d'accord, il faut avoir en fait un groupe homogène. D'accord? Et quand on parle d'un groupe homogène sur le plan technique, et aujourd'hui également prendre la spécificité de l'entreprise marocaine, en fait aujourd'hui, le mindset aussi, c'est très important. Ça peut bloquer parfois. D'accord? Très bien. Alors, l'élaboration du plan de formation. Alors, une fois on a en fait justement les réponses, d'accord? Là, il faut faire en fait une fiche d'évaluation des cabinets de formation. D'accord. Je vais partager avec vous en fait cette fiche d'évaluation quand on lance l'ingénierie de formation. Pourquoi? Premièrement, pour un petit peu voir la pertinence, je dirais, de la réponse. Et la pertinence de la réponse, il se fait sur quelques critères que vous allez un petit peu, je dirais, industrialiser, d'accord, de telle sorte, parce qu'on reçoit en fait plusieurs consultations et on est censé en fait justement présenter un document doux auprès du top management, d'accord, pour lui dire voilà en fait suite au lancement du cahier de charge, voilà les réponses qu'on a, voilà le budget, et ça va nous permettre un petit peu de définir quel est le cabinet qui a mieux répondu à notre besoin et à quel coût aussi. Quand je parle le coût, pas forcément en fait la dernière colonne en fait justement en hors taxe, non. Aujourd'hui c'est le coût journalier, c'est le gain. Bon, il y a pas de cabinet malheureusement en fait aujourd'hui qui s'engage sur qui ont l'obligation de résultat. Ils ont tous en fait justement l'obligation de moyens. D'accord, je m'explique. C'est-à-dire aujourd'hui, je mets toutes les précautions, les moyens nécessaires pour réussir cette formation. Mais j'ai pas en fait je vous garantis pas en fait le résultat que cette personne-là, à l'issue de la formation, il va faire son travail correctement. Parce que ça dépend tout à chacun. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, c'est comme ça. Parfois, en fait, il y a des cabinets qui proposent ça, mais sur le point de vue, en fait, market, et voilà. D'accord? Alors, une fois, en fait, on a lancé, en fait, le cahier de charge. D'accord? Et on a les réponses, on essaie un petit peu de les benchmarker selon des critères, formation de formateur, le timing, le lieu, le CV de formateur, et un élément, il peut être indispensable. D'accord? Alors, une fois qu'on a ça, et à la fin, on sort en fait justement avec un budget ou bien un coût global de cette formation. Maintenant, il faut aller en fait justement convaincre la direction générale pour dire en fait, voilà, quelle formation on va faire cette année, quelle formation on va annuler, quelle formation on va reporter. Et là, je reviens, je dirais, à ce que j'ai soulevé tout à l'heure, lors de l'identification des besoins de formation, et j'ai souligné en fait que c'est une période en fait, où là, une phase très critique, c'est qu'aujourd'hui, on demande l'implication à la fois du manager et du salarié sur la priorité de cette formation. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous mettez en fait priorité 0, parce que on a fait pas mal de formations, à chaque fois quand vous lui demandez, tout est prioritaire, c'est-à-dire toute la priorité 0, c'est-à-dire il faut que ça soit en fait hier. Là, je comprends quand il s'agit de la loi 0908 en fait à l'époque, on était obligé en fait les banques de mettre en fait justement ce dispositif auprès des agences et de former, ou bien sur la sécurité. Ce qui fait la notion de priorité, il faut l'expliquer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça va permettre aux entreprises, premièrement, de statuer sur la pertinence et la priorité des entreprises. C'est-à-dire, ça veut dire pas que le collaborateur, il va pas se faire former, mais il va se former en fonction des priorités de l'entreprise, premièrement, la vision de l'entreprise et ses priorités à lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important et tout simplement, aujourd'hui, ça va nous permettre de splitter en fait justement notre plan de formation sur l'année. La réalité des terrains que personne ne peut nier, c'est que les budgets de formation ils sont débloqués à partir en fait justement du mois de septembre, octobre, novembre, ce qui fait en fait aujourd'hui on dirait qu'il n'y a que 4 mois dans l'année. Or, pour moi, ma conception de voir les choses, c'est les choses ils sont bien faites,
C'est à partir de janvier qu'on peut en fait justement entamer notre ingénierie de formation. Pourquoi? Parce que déjà en fait aujourd'hui l'on fait péter le bouton en fait jusqu'à mai pour déposer, et pour moi c'est trop tard parce qu'en fait on chôme en janvier, février, mars, avril, mais il y a Ramadan aussi, et ce qui fait toutes les formations sont encombrées entre les 4 derniers mois de l'année. Premièrement, disponibilité de formateurs. Deuxièmement, en fait, aujourd'hui, ils sont fatigués. Il y a trop de travail. Vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de la planification, d'accord, il faut étaler les formations tout au long de l'année. Et le premier trimestre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ce split-là peut se faire à travers la priorité. Ça peut être en fait un élément qui va vous aider en fait justement à prioriser en fait justement ces formations-là. D'accord? Alors je parle pas en fait du plan de formation de remboursement, je parle de priorité. D'accord? Parce que quand on voit même en fait les KPIs, les indicateurs, c'est rare en fait aujourd'hui que le responsable formation met, je dirais, la progression des séances de formation, le nombre des heures de formation par mois. Pourquoi? Pour la simple raison que le premier semestre, ça va être catastrophique, et le reste, en fait, aujourd'hui, à partir, en fait, justement, de octobre, ça va être la galère. Et là, c'est pas cohérent, c'est pas de l'ingénierie. Vous voyez ce que je veux dire? On verra par la suite, en fait, les indicateurs, les KPIs. C'est aujourd'hui, à la fin de l'année, ou bien de déploiement, en fait, justement, de plan de formation, on est censé mettre en place, en fait, des KPIs. Généralement, en fait, les KPIs qu'on met, malheureusement, je le dirais, c'est le taux de participation et le nombre des heures de formation. Alors, le nombre de participants, oui, je veux bien. C'est-à-dire, il y a une méritocratie, c'est-à-dire, on essaie un petit peu de généraliser la formation pour tout le monde. Pour quel type de formation, pour quelle unité, et quelle entité aussi. Mais également, en fait, le split, en fait, de cette formation, automatiquement, ça se voit qu'il y a, en fait, un problème au niveau de la planification. D'accord? Très bien. Alors, une fois on a le plan de formation, bon, il y a des entreprises qui ont leur propre catalogue de formation. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un travail qui se fait en interne. C'est-à-dire dire en fait aujourd'hui, on est dans les assurances, on est dans l'informatique, on est dans je dirais le marketing. On sait très bien en fait notre besoin de formation. C'est-à-dire on a déjà fait en fait un travail en interne pour définir en fait telle formation. Voilà en fait justement les objectifs pédagogiques, d'accord, de cette formation. C'est-à-dire, on n'a pas parlé en fait justement des objectifs pédagogiques, parce qu'on verra en fait une formation de quoi elle est composée. On a parlé en fait des prérequis et pour quelle population, d'accord, avec quels prérequis. C'est très important, d'accord. Ce catalogue-là, tout simplement, il peut en fait justement être intégré dans le cahier de charge pour en fait une meilleure visibilité. Parce que quand on fait en fait un cahier de charge, on l'envoie au cabinet, ça veut dire l'entreprise sait très bien ce qu'il veut. Il faut pas répondre en fait justement à côté de la plaque. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut vraiment trouver le temps, se donner les moyens pour répondre correctement aux besoins spécifiques d'entreprise. Parce qu'il veut pas perdre de l'argent bêtement, engager des formations pour les engager bêtement, c'est pour un retour sur investissement. Et à la fin, en fait, aujourd'hui, il y a un rapport d'ingénierie de formation qui est utilisé également même auprès de l'OFPT, qu'on verra par la suite. Alors, ce rapport d'ingénierie de formation, premièrement, pour moi, c'est un besoin pour l'entreprise elle-même, avant que ça soit en fait justement un document exigé par l'OFPT pour avoir en fait justement le remboursement. Cette partie de remboursement, on va la voir en fait justement dans la 3e séance avec les deadlines, avec les documents associés. On verra en fait un petit peu, c'est une usine à gaz, mais on va y arriver. D'accord? Alors, ce rapport d'ingénierie de formation, il permet tout simplement d'expliquer le contexte de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Son organigramme, ses secteurs, ses clients. Et généralement, en fait, aujourd'hui, dans ce document-là, il y a plusieurs façons d'argumenter son plan ou bien son ingénierie de formation, mais on utilise en fait généralement la matrice SWOT, c'est-à-dire aujourd'hui les forces, les faiblesses, je dirais, de l'entreprise.
Pourquoi on cherche à former nos collaborateurs? Parce qu'il y a une opportunité quelque part, parce qu'il y a un risque, il y a une menace, etc. D'accord? Ce rapport-là, il va être en fait diffusé également, qui peut être utilisé pour les demandes de remboursement auprès de l'OFPPT, comme ça peut être en fait un document en interne qu'on doit présenter à la direction générale, auquel il faut vendre également en fait justement le plan de formation. C'est-à-dire aujourd'hui le DG, oui, il a la volonté, il veut avoir de résultats, mais c'est une ingénierie de formation mal ficelée, mal faite. Aujourd'hui, ce document-là, en fait, aujourd'hui, il n'aura pas en fait le succès souhaité. C'est-à-dire le rôle aujourd'hui du cadre RH ou bien du profil RH, du responsable de formation, c'est d'argumenter, d'accord, les besoins de ses collaborateurs et de les défendre et de trouver en fait aujourd'hui quelles sont les formations qui auront en fait un impact positif, un retour sur investissement ou bien éviter un impact à l'entreprise aussi négatif. D'accord? Je prends par exemple en fait le cas de Covid-19, c'est aujourd'hui formation en sécurité. C'est-à-dire aujourd'hui pour certaines entreprises qui sont toujours en production, la formation en sécurité, bah, tout le monde en fait en parle. C'est-à-dire aujourd'hui c'est pas très compliqué à le sentir. La formation de sécurité, il peut en fait justement être rapidement rentabilisé et éviter, je dirais, des cas suspects, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qui est visible. Mais après, en fait, aujourd'hui, il y a d'autres types de formations là où il faut toujours donner des arguments tangibles, d'accord, pour justifier telle ou telle formation. C'est-à-dire aujourd'hui, le responsable de formation, il sera attendu par son N+1 ou bien son directeur général, d'accord, sur la méthode adoptée premièrement, c'est-à-dire aujourd'hui, comment il a recensé le besoin de formation, est-ce que c'est d'une manière scientifique, est-ce que c'est des vrais besoins, et quel impact aura sur les résultats de l'entreprise, d'accord, pour que la direction générale soit convaincue pour mettre en fait justement le budget, je dirais, pour déployer ces formations. Et aussi pour dire, voilà, en fait, vu la pertinence de cette formation, mais vu également en fait la priorité, on préfère en fait justement ne pas l'annuler. Il y aura des formations qui vont être annulées certainement, mais reporter. D'accord? Très bien. Alors, une fois qu'on a, je dirais, je dirais ce rapport d'ingénierie de formation et les formations ils sont déployées, d'accord, on est censé en fait aujourd'hui faire une évaluation. Excusez-moi, en fait, là, je préfère vous parler grosso modo les grandes lignes de l'ingénierie de formation et on reviendra en fait la deuxième et la troisième séance en détail. D'accord? Alors l'évaluation c'est normal aujourd'hui. Quand on engage en fait justement des fonds, quand on forme des gens, on a envie en fait justement ou bien de sentir qu'il y a en fait un retour sur investissement. C'est la raison pour laquelle en fait aujourd'hui il y a deux types d'évaluation. Il y a l'évaluation en fait à froid. D'accord, qu'on verra ce que c'est, ça n'a rien à voir avec le froid, ça n'a rien à voir avec le climat, d'accord, et une évaluation faite à chaud. Alors, je vais voir s'il y a juste en fait, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, 3 minutes, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre. Voilà. Alors, je fais un petit récap en fait aujourd'hui. La première séance, on a vu un petit peu globalement ce que c'est en fait l'ingénierie de formation. On a parlé du mot ingénierie de formation. Pourquoi on a invité en fait le mot ingénierie? C'est des méthodes scientifiques. Et on a parlé en fait justement des 4 étapes essentielles pour la mise en place d'une formation réussite. D'accord? Premièrement, en fait, c'est l'identification.
c'est très important. Deuxièmement, en fait, aujourd'hui, c'est la conception, c'est-à-dire aujourd'hui récupérer toutes les données et les analyser avant d'attaquer, avant le go live, avant le déploiement. Et à la fin, bien entendu, en fait, aujourd'hui, il y a l'évaluation. Et l'évaluation, il y a en fait la partie qu'on va revenir en détail, on va un petit peu creuser ou deep diver pour un petit peu voir les paramètres sur lesquels en fait aujourd'hui l'ingénierie de formation se base pour en fait aujourd'hui un meilleur rendement. D'accord? Et on verra la fiche d'évaluation également, ce que c'est assuré par qui. La première, c'est l'évaluation à chaud. Et on verra également en fait un bilan de formation. Qu'est-ce que c'est un bilan de formation? Alors, très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis en fait à vendredi prochain pour voir creuser sur ces documents-là. J'essaierai un petit peu de les mettre en fait justement en diapo et parler pour chaque étape en détail, d'accord, avant d'attaquer par la suite l'interfaçage avec l'ANAPEC et l'OFPPT. Je dis l'ANAPEC et l'OFPPT simplement parce que il n'y a pas que l'OFPPT qui rembourse, il y a également un autre mécanisme en fait de l'ANAPEC, ce qu'on appelle la formation à la carte ou bien la formation en fait justement offshoring. D'accord. Écoutez, sur ce, je vous remercie et je vous dis en fait restez chez vous et baissez. D'accord.